on essaie d'être réactif. C'est facile en muscu, c'est plus difficile en rugby parce que des fois, parfois, on n'a pas la profondeur d'effectif pour faire les rotations. Donc, s'il y a pas mal de joueurs qui sont en situation qui est peut-être marquée de fatigue, on va avoir tendance à baisser la séance. Mais tout ça se fait un petit peu à l'adaptation. Souvent, ça prend 5 minutes pour sélectionner les joueurs qu'on adapte avec les coachs. Donc, à la base, déjà, on essaie de tout écrire, de tout décomposer, de tout décortiquer avant d'aller sur le terrain. Et si sur le terrain, il y a des choses que les entraîneurs ne sentent pas, qui ne correspondent pas à leurs objectifs, on aura une tendance à les changer en direct. Mais dans le reviewing, en fait, on va expliquer pourquoi on l'a changé. De lire des articles, ça prend du temps. De vérifier les informations, ça prend du temps. Et les gens préfèrent avoir 10 informations dans la journée. Ils deviennent experts trop rapidement, à mon sens. Et du coup, ils vont commenter, ils vont en déduire des choses sans avoir vu totalement l'information. Ok Louis, on est live, bienvenue sur le podcast, comment tu vas? Bienvenue, écoute, super bien, j'espère que toi aussi. Et voilà. Ah, c'est un plaisir de te recevoir. Donc pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux parler un petit peu de toi, qui tu es et ce que tu fais? Ouais, alors je m'appelle donc Loïc Louit. En fait, rapidement au niveau scolaire, bon, j'ai un master 2 en transportif, j'ai un diplôme universitaire. J'avais passé les niveaux 1, 2, 3 de chez Exos, Mhm. avec le FMS entre autres. Et au niveau formation, j'ai participé à 3 articles scientifiques, un en tant qu'auteur principal et 2 en tant que co-auteur. Mhm. Au niveau plus professionnel, j'ai été préparateur physique à Auch en Pro D2, en rugby. Puis j'ai passé une année à Perpignan à l'USAP, avant de migrer en préparateur physique adjoint chez Dragon à 13 à Perpignan. Et maintenant, je suis sur la 3e saison à Provence Rugby en tant que responsable à la préparation physique. Mhm. En activité annexe, je crois, 6 ou 7 ans en enseignant vacataire dans la faculté de Toulouse et une année à Tarbes. Mhm. Et j'ai la chance d'avoir pu organiser des formations comme celle de Tim Gabet ou encore de Christian Thibaudot. Mhm. Voilà. Tu as mentionné avoir fait partie de plusieurs projets de recherche. Est-ce que tu peux en parler un petit peu plus? Alors, ce qu'on avait publié, moi j'avais fait un article très modeste sur la répétition d'efforts quand j'étais en Master 1, Mhm. au niveau de l'utilisation des bandes élastiques pour l'entraînement en VRT, en variable résistance training, pour, améliorer la performance sur un mouvement haut du corps qui était le pied couché, Mhm. euh, et article écrit par Maxence Rivière, qui est mon adjoint à l'heure actuelle. Et j'ai fait un autre article sur l'utilisation des élastiques pour améliorer l'échauffement. Et cet article, il a été écrit par Lasder Strokosch, qui était un joueur professionnel de l'USAP que j'ai Mhm. côtoyé, international écossais et qui maintenant est préparateur physique à Édimbourg. Et je ne sais pas si on en parlera après. Là, je suis en train de... Je fais le pré-travail pour entrer en thèse. Et mon travail de thèse s'orienterait par contre sur l'optimisation des exercices intermittents. Donc, je peux t'en parler un petit peu si tu veux. Ouais, vas-y, vas-y. Ouais. Donc, en gros, l'idée elle est assez simple. C'est pas mal de disciplines d'endurance comme le vélo, le ski de fond, qui sont des disciplines de haut niveau. Au lieu d'avoir des séries avec des intensités constantes, ils appliquent des variations d'intensité dans la série. Je te fais un exemple très très simple. C'est Mhm. au lieu de faire 3 fois 5 minutes, peut-être à 80% d'une PMA, le bloc de 5 minutes, en fait, ils vont passer 30 secondes à 100% PMA, 1 minute à 70% PMA, 30 secondes à 100%, 1 minute en bas, 30 secondes en haut, 1 30 en bas. Donc, en gros, l'idée, c'est d'avoir une intensité constante, c'est d'avoir une intensité variable au sein de la scène. Et j'aimerais faire ça sur des exercices intermittents avec des joueurs de rugby. Mhm. Et puis derrière, appliquer les mêmes règles sur des exercices intégrés. Ok, et t'as déjà une idée pourquoi ça fonctionnerait pour eux ou tu as deux, trois pistes là-dessus? Ces changements d'intensité au sein de l'intervalle? On essaie de viser la consommation de, Mhm. ouais, d'exercices intermittents en vue d'améliorer les performances aérobies. Mhm. Euh,
Bon, tout le monde est bien au courant que la VO2, c'est pas direct. C'est-à-dire qu'on a une cinétique de VO2 et puis on a une dette de VO2. L'idée principale, ça serait d'accélérer la cinétique de VO2 de manière à gagner du temps sur ce début de série. Mhm. Et quitte à baisser un peu l'intensité, mais l'intensité un peu plus basse n'amènera pas forcément une baisse de la consommation de VO2. Mhm. Donc c'est un peu technique et physio, mais en gros, il y a cette idée de cinétique. Moi, j'essaye un peu des protocoles, je me rends compte que les séances sont plus faciles, Mhm. une intensité constante. Et puis derrière, surtout, ça va être la problématique que dans tous les sports professionnels, on a un manque de temps d'entraînement quand on est cumulé à du tactique. Mhm. Et du coup, l'idée, ça va être d'optimiser des durées. C'est-à-dire que si tu as 15 minutes pour améliorer une performance aérobie, comment en 15 minutes, peut-être, tu peux optimiser ton protocole, en fait. Ouais, c'est intéressant, ça rejoint un petit peu ce dont Evan Peikon parle dans le monde du CrossFit et de tout ce qui est de l'entraînement qui est basé sur le testing physiologique avec le MOXIE, etc. Et il parle justement de quand tu fais des intervalles, il prend le rameur par exemple comme exemple, et pour un athlète qui serait plutôt limité par sa capacité respiratoire, comme tu l'as dit, il commencerait un petit peu plus haut en intensité et Mm. descendrait au cours de l'intervalle, ce qui générerait une demande un petit peu plus élevée de manière relative sur le système respiratoire en lui-même. Par contre, quelqu'un qui serait limité par sa capacité cardiaque, il ferait le contraire. Il commencerait un petit peu plus bas pour que le cœur puisse rattraper, on va dire, l'effort et ensuite continuer à progresser gentiment pour mettre l'accent sur le système cardiaque. Ça te parle un petit peu comme concept? Alors, ça, j'ai pas vu les écrits de la personne que tu m'as citée, mais Mhm. l'idée aussi, c'est soit d'intervalle plus, ne pas monter l'intensité, ou au contraire partir un peu plus bas. Mhm. Euh, mais là, bon, on est en 2021 et je pense que mon travail pourrait s'achever en 2025. Donc, on a un peu le temps, mais je pense qu'il va y avoir pas mal de personnes de moi qui vont passer sur des protocoles intermittents Mhm. avec des masques et il va y avoir un peu de sueur, un peu de rire, mais un peu de matière grise qui chauffe, je pense. Mhm. Tu as parlé de la formation Exos que tu as suivie. Est-ce que tu peux parler un petit peu de cette formation pour ceux qui ne connaissent pas? En fait, Exos, qui s'appelait Athlète Performance, c'est une société américaine, euh, maintenant je dirais, qui est dans le business du sport, mais qui à l'origine était vraiment axée préparation physique. Et c'est vrai qu'il y a une dizaine d'années, ce type d'entreprise était leader dans l'entraînement des joueurs, notamment de joueurs NFL qui se préparaient à draft ou des joueurs NFL en intersaison. Mhm. Et tout simplement, ils avaient des personnes qui étaient vraiment au-dessus, je pense, comme Nick Wickelman, qui permettaient à cette société d'avoir des programmations d'entraînement, des méthodologies appliquées, euh, et qui s'est imposé un petit peu comme une inspiration pour pas mal d'entraîneurs. Mhm. Quand ils sont venus en Europe, à Londres notamment, sur la première formation, ben, j'y suis allé. Et en fait, pour parler simplement, ils n'inventent pas des exercices, hein. Je l'ai trouvé très très fort pour structurer les entraînements. Et puis derrière, Nick Wickelman était très très fort pour coacher les personnes. Mhm. Et quand j'y suis allé, en fait, tous les contenus, on pouvait les trouver. Ce qui était vraiment le plus intéressant, c'est le coaching de Wickelman. Et deux, les personnes qui avaient dans la formation, il y avait beaucoup de préparateurs physiques de première ligue de foot. Et du coup, moi, j'ai pas hésité. Là, je suis allé un peu parler avec tout le monde, ce qui m'a permis à moi de faire un petit bond en avant sur certaines options à prendre. Mhm. Et Ouais. tu peux parler un petit peu de l'importance pour toi de cet aspect du réseau qu'on se crée au sein des sports de performance et des connexions qu'on peut avoir avec d'autres préparateurs physiques, les conversations qui peuvent en émaner. Est-ce que ça peut apporter sur un développement de carrière, un développement professionnel? Je prends deux exemples au niveau des connaissances. Je reprends cette formation. Moi, j'avais fait simple, j'étais en fédéral 1. Il n'y a pas grand monde en France, à ma connaissance du moment, qui effectuait
des charges d'entraînement, qui faisaient de la vraie programmation. Mais moi, j'ai essayé d'aller voir le maximum de participants de la formation Exos. Et j'avais la question, comment tu gères les charges, comment tu gères la fatigue et comment tu mets en place un système de prévention blessure. Et en fait, tout simplement, avec mon anglais qui était un peu limite au début, mais il sentait que mon accent était hésitant, je faisais un effort, donc il répondait. Et je me suis rendu compte, par exemple, que tout le monde faisait du RPE, que tous les clubs anglais de foot que j'avais sous la main faisaient de la force, ce qui n'était pas surprenant, mais en France, un petit peu. Euh, et que chacun, en fait, ils avaient créé un système d'entraînement. C'est qu'ils avaient il n'y avait pas le préparateur physique d'un côté, le médical de l'autre et les entraîneurs de l'autre côté. Il y avait vraiment une synergie dans le système. Et donc, ce réseau direct m'a permis d'avoir accès à des informations qui m'ont permis, quand je suis rentré en Fédéral 1, d'appliquer certaines de ces choses, dont le RPE directement, dans le mois qui a suivi, et d'avoir pu échanger avec ces personnes que j'ai rencontrées, ce qui a permis, par exemple, de corriger un peu certaines de mes approches ou de les confronter. Donc ça, c'est peut-être un bon point pour les connaissances. Après, je peux parler un petit peu, je sais que tu as reçu Fred Marcero. C'est quelqu'un que j'avais croisé, j'avais visité les Dragons, on avait des connaissances en commun. Et c'est un petit peu grâce à lui que j'ai atterri au Dragon. Alors, je suis un peu déçu parce que Fred, il est parti au moment où j'arrive. Donc, il me parle du poste, il me propose d'aller faire un entretien à l'entraîneur, le manager de l'époque s'appelle Laurent Fressinou. Mais à la fin, il me dit, écoute, le job, tu peux peut-être le prendre si tu fais l'affaire. Bon, par contre, je ne serai plus là. C'est un petit peu dommage pour moi parce que j'aurais travaillé avec Fred, mais ça montre un petit peu que parfois le réseau peut permettre d'avoir, un, des connaissances, ou deux, d'avoir accès à des types de jobs qu'il aurait été plus difficile d'avoir parce que partout, sans prétention, on en reçoit énormément. Et c'est sûr que le CV, c'est une phase 1, la phase 2, c'est d'arriver à avoir un entretien oral avec la personne ou en vrai. Et souvent, le réseau, c'est quand même un booster de ce type de rencontre. Tu as parlé de donc, la RPE, quantification de la charge, des choses que tu as pu apporter à ton coaching, à ta préparation physique. Quels autres aspects de la préparation physique est-ce que tu as changé depuis le début de ta carrière, sur lesquels tu as, peut-être changé de bord ou changé d'avis? Je dirais pas changer de bord, en fait. Le RPE, les GPS, l'autorégulation, tout type de choses, en fait, je le vois comme un outil que je mets dans une boîte. En fait, ce que j'essaie de faire, surtout de plus en plus, c'est j'essaie d'abord de mettre le joueur, j'essaie de me dessiner mon système d'entraînement. Et j'essaie de mettre le joueur au milieu. Et derrière, de créer tous les systèmes autour positifs à la performance. Donc, dedans, il y aura la gestion de la charge d'entraînement. Il y aura comment programmer la semaine. Il y a la gestion des blessés. Et tout ça, en fait, c'est pas que je change de bord, c'est qu'il y a une évolution des méthodologies. Mais au tout début, pour quantifier la charge d'entraînement, je n'avais aucune autre ressource que le RPE. Donc, je ne faisais quasiment que ça, avec un wellness quand j'étais en pro de hanche une fois par semaine. Et je regardais, la première année en pro 2, je regardais les tests de musculation, si ça augmentait ou ça baissait. Et la seconde année, je m'étais initié à faire des tests de saut une fois par semaine. Les tests de saut, je les faisais sur un Just Jump, un tapis américain, je ne sais pas si tu vois, qui est noir avec une télécommande. Mais maintenant, j'ai des plateformes de force. Donc, ce que j'ai changé, en fait, c'est qu'il y a une évolution des outils. Mais dans l'ensemble, la trame du système, elle est toujours la même, mais par contre, elle est agrémentée. Des fois, on abandonne certaines choses parce qu'on ne s'en sert pas beaucoup, ou au contraire, pire que ça, c'est un parasite, ça perturbe un peu les informations. Mais au final, je dirais que l'évolution des outils. Est-ce qu'il y a certaines pratiques ou certains exercices ou certaines méthodes de quantification que tu as utilisées à un moment donné et que tu n'utilises plus pour certaines raisons, comme tu viens de le mentionner, peut-être ça parasite les choses ou ça ne t'apporte pas nécessairement les informations que tu croyais? Celle que j'aimerais utiliser malgré tout, c'est des quantifications via la fréquence cardiaque. Alors, il y en a plusieurs, on peut avoir du trim, ce qu'on veut.
Mais on ne peut pas parce que pour l'instant, les 2 systèmes GPS qu'on a eus, la fréquence cardiaque, elle n'est pas fiable avec. Ok. On a des décrochages, on a pas mal d'erreurs. Mais c'est vrai que j'aurais aimé un petit peu superposer la charge externe sur la charge interne. Mhm. Il y a des personnes comme Jace Delaney qui a publié des petits papiers là-dessus pour avoir un ratio simple. Ça pourrait m'aider, notamment sur les joueurs avant, qui eux, des fois, on fait des séances en haute intensité où on essaie de chercher un petit peu des données GPS. Et pour les avants, le GPS, que tu cours dans le vide ou que tu pousses sur quelqu'un, pour lui, ça fait toujours la même distance. Ouais, d'accord. Ouais. Et c'est vrai que d'avoir un indicateur interne autre que l'RPE supplémentaire pourrait nous aider, nous aiguiller et nous permettre d'affiner un petit peu plus nos entraînements parfois, je pense. Mhm. À ton sens, à l'heure actuelle, quand Donc, on parle de quantification il y aurait de... ceci et après, vas-y. Excuse-moi, je t'ai coupé, vas-y. Ouais. Vas-y seulement, je t'ai coupé. Ah, pardon. Non, non, mais après, le, on va faire un petit peu les outils. Tu vois, Mhm. les 2 exemples, l'exemple du monitoring avec test de saut. C'est vrai que je me rends compte depuis plus d'1 an où j'ai les plateformes de force, que les plateformes de force sont beaucoup plus pertinentes que NoctoJump, Mhm. beaucoup plus pertinentes. Bon, quand je jump, j'en parle même pas. Et elle me permet d'avoir plus de relations. Je regardais par le passé la hauteur et le temps de contact au sol par rapport au temps d'envol. Euh, je me rends compte que la hauteur, c'est l'indicateur le moins fiable, Mhm. que je n'aurai quasiment plus. Et que par contre, le RSI est un indicateur assez pertinent pour la fraîcheur non musculaire. Mais également, tout ce qui se passe dans la plateforme, ça va être le freinage. Tu es debout en fait en CMJ, tu as une phase où ton corps se déleste, où tu descends. Quand tu descends, tu as une phase de freinage juste avant la poussée concentrique. En fait, donc, tu as cette phase de freinage, tu as cette phase concentrique et tu as cette vitesse de concentrique qui sont des indicateurs qui permettent plus rapidement de détecter des problématiques. Et je me prends un petit peu au jeu cette année sur la donnée du freinage notamment, Mhm. à découvrir des petits problèmes que les joueurs ne veulent pas nous révéler. C'est-à-dire que si quelqu'un a mal à un pied, il va avoir automatiquement sa performance de freinage sur un côté qui va varier de manière forte, avec des fois une hauteur de saut qui est quasiment similaire. Mhm. Et ça amène souvent une discussion avec le joueur de type je trouve bizarre, j'ai une donnée qui est bizarre sur ton côté droit, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Et régulièrement, j'observe des joueurs qui ne veulent pas cacher, mais qui ont soit quelque chose et que pour eux, ce n'est pas important, ouais, ou alors ils veulent le cacher parce qu'ils veulent jouer. Quoi. Mhm. Avec ces plaques de force, Donc, est-ce que tu as des... là, Excuse-moi, il y a un tout petit décalage. Je voulais dire pour les plaques de force, est-ce que tu utilises aussi en termes de réathlétisation quand il y a peut-être un genou qui est pas top justement pour voir et essayer de ramener les choses vers un certain équilibre? ouais, alors du coup, c'est vrai que ça nous permet d'avoir plusieurs types d'évaluations. Là, on parle de la fraîcheur non musculaire, mais bon, certains iront chercher. Pour le haut du corps, il y a le H-test, Mhm. qui est un test d'isométrie d'épaule sur 3 positions, voire une quatrième a été rajoutée par d'autres personnes. C'est un test qui a été fait avec les Saracens à l'époque, par un kiné qui était passé à Arsenal et qui maintenant, je crois, il est au Sparta de Moscou, chef de la performance, quelque chose comme ça. C'est Ben Ashworth, Mhm. je crois. On a des tests au niveau des ischios qui peuvent se faire. L'année passée, j'ai commencé à tenter un test au niveau des mollets. Moi, ce que j'en dirais simplement, c'est que c'est un outil qui est rapide, qu'on peut facilement utiliser. Il n'y a pas besoin de prendre rendez-vous avec un docteur pour un Cybex et autre chose. Et en fait, tout simplement, en début d'année, on a essayé de faire une petite base de données sur des mouvements. Et derrière, lors de la réathlée, il y a des points de passage périodiquement, parfois, la personne qui s'appelle le préparateur de la réathlée, qui s'appelle André Cahuzac, utilise les plateformes pour essayer de valider
une force par rapport à un pré-test ou un décalage. On est conscient que le test n'est pas toujours le plus approprié, mais très simplement, s'il y a une différence marquée, on se pose des questions et on essaie de comprendre comment on peut remédier à cela, en plus de refaire reprendre le joueur sur le terrain. Mhm. Et je voulais revenir sur ce que tu disais avant par rapport au CMJ et comment tu utilises ça pour moduler potentiellement l'intensité ou le volume des entraînements. À partir de quel moment tu vas prendre une action sur le déroulement de la journée du joueur de rugby? Qu'est-ce qui va, on va dire, lever le petit drapeau rouge pour toi et dire, voilà, là, il faut faire quelque chose, euh, et jusqu'à où tu constates simplement les données qui changent peut-être un petit peu sans nécessairement changer quoi que ce soit dans l'entraînement en lui-même. En fait, on va le faire à deux niveaux. La première, elle est quotidienne. C'est-à-dire que tous les matins, chez nous, on appelle notre club, les joueurs se pèsent. On a donc une donnée de variation de poids qui, si elle est nette, dans un sens comme dans l'autre, peut être un signe de fatigue. On a un questionnaire de wellness avec le sommeil, l'humeur, la fatigue, les courbatures bas du corps. Mhm. Et ça, en fait, c'est la première chose qu'on a tous les jours. On l'observe, tout simplement. Si les notations sont très faibles, j'essaie d'aller parler aux joueurs en question. Donc, tu en as entre 2 et 5 par journée. Et si ces joueurs-là m'expriment un petit peu de fatigue ou quelque chose qui ne va pas, qui peut être d'ordre physique, personnel ou, euh, ou même des fois, certaines personnes, elles notent toujours un petit peu faiblement. Elles sont faibles dans les notes. C'est une habitude pour elles. Elles ne sont pas forcément fatiguées, mais par exemple, tu as le 3 sur 5, c'est normal. Mhm. Il y en a qui dépassent jamais 3. D'accord? Et du coup, derrière, qu'est-ce qui se passe? C'est que discussion les entraîneurs pour tenter de mettre des rotations en place sur des répétitions d'exercice. Et on tente d'alléger la charge quand c'est nécessaire. Et discussion qui est plus simple avec les préparateurs physiques qui bossaient avec moi. Donc, il y a André Cahuzac et il y a Maxence Rivière. Et on essaie de comprendre un petit peu, par exemple, quelqu'un qui met un bas de corps avec une douleur. Ça peut être un genou, donc on va le passer sur mouvement de hanche, des choses comme ça. On essaie d'être réactif. C'est facile en muscu, c'est plus difficile en rugby parce que des fois, parfois, on n'a pas la profondeur d'effectif pour faire les rotations. Donc, s'il y a pas mal de joueurs qui sont en situation qui est peut-être marquée de fatigue, on va avoir tendance à baisser la séance. Mais tout ça se fait un petit peu à l'adaptation. Et très souvent, ça prend 5 minutes pour sélectionner les joueurs qu'on adapte avec les coachs Mhm. et la méthode qu'on va utiliser pour les adapter. Et en deux, le rajout des sauts. En fait, en fin de semaine, je te fais très simple. Je vais regarder tous les wellness qu'il y a eu dans la semaine. Je regarde tous les RPE qu'il y a eu dans la semaine. Je regarde les sauts. J'ai une charge prévue en fonction de la stratégie que les coachs vont appliquer. Et c'est à ce moment-là que je fais varier ma charge, en fait. Si je vois que l'image de la semaine, c'est une image où toutes les données que j'ai sous les yeux me montrent que l'équipe a bien passé la semaine et que les entraîneurs ont une nécessité d'avoir plus de répétitions d'entraînement, et bien, je vais tendance à augmenter un peu. Euh, Par contre, si on a tendance à avoir beaucoup de matchs en peu de temps, comme à l'heure actuelle, je vais avoir tendance à freiner un peu en termes de charge totale, mais également de proposer différemment les exercices dans la semaine. Puisque pour moi, la gestion de la fatigue, c'est une histoire de charge, c'est une histoire d'exercices sélectionnés avec des effets immédiats et des effets retardés. Et qu'on sait qu'il y a certains types d'entraînement qui sont un peu plus difficiles à encaisser pour les joueurs. Mhm. Donc, on va avoir tendance à en enlever un peu. Voilà. En termes de variation d'une semaine à l'autre sur la charge totale, comment est-ce que tu fais la différence? Comment est-ce que tu ajustes ça? C'est de l'ordre de quelques pourcents? C'est de l'ordre de 10%, 15%, 20%? Si on prend les volumes, le volume, il peut varier de maximum 10% si on est toujours sur un match avec un nombre de jours réguliers. C'est-à-dire, si tu joues le vendredi et que tu rejoues le vendredi d'après. Mhm. Par contre, les intensités qu'il va y avoir à l'intérieur, celles-ci peuvent varier des fois jusqu'à 50%. C'est-à-dire que si tu prends le volume, il n'y a pas trop de différence parfois.
Par contre, à l'intérieur, je te fais simple. Notre semaine d'entraînement, en fait, je ne sais pas si on va en parler après, mais Ouais. on essaie d'utiliser un système proche de la préparation tactique. Donc, pour simplifier, l'entraînement a été décomposé en actions collectives, sectorielles et individuelles, en un. En deux, il y a une intégration horizontale de l'intensité d'entraînement, c'est-à-dire que on a un jour 1 qui est plutôt basse intensité, un exo 2 que moi j'appelle plutôt haute densité, et un jour 3 qui est haute intensité. Donc la densité pour moi, c'est quand on fait des mètres minutes, quand on a beaucoup de déplacements ou d'actions sur le laps de temps. Mmh. Et l'intensité, par contre, pour moi, c'est qu'on a des vitesses maximales, des accélérations maximales. Je trouve que souvent, on parle de haute intensité pour des choses, en fait, où on répète des choses. Et donc, moi, je préfère le mot densité, le mot intensité. Et donc, dans cette variation de charge d'entraînement, peut-être que le jour 2 d'entraînement, sur une semaine un peu de décharge, je vais baisser peut-être de 25% la part des exercices de haute densité. Mmh. Je te mettre un exemple plus concret. L'exercice haute densité pour être dans une opération tactique, par exemple, lancement depuis une touche. OK, ça va durer 1 minute. On va se replacer en 15 secondes. On va rejouer. Donc, on fait 1 minute de jeu, 15 secondes, on se replace et on refait 45 secondes de jeu courant. Donc, ça fait un bloc de 2 minutes. On va faire 1 minute de pause. Mais peut-être une semaine, une semaine plutôt forte en volume, on va faire ça 10 fois. Donc, 30 minutes de 2 minutes, 1 minute. Mmh. Ou à l'intérieur, des thèmes stratégiques vont s'accumuler. Peut-être qu'il y aura 3 lancements attaque de touche. 3 fois, ça sera sorti de coup d'envoi. Et donc, on va essayer d'enchaîner. Peut-être qu'une semaine qui est plus légère, on le fera peut-être que 5 fois. Mmh. Mais on va continuer à avoir d'autres types d'entraînement dedans, qui seront peut-être des intensités plus faibles ou des densités plus faibles. Et du coup, pour revenir à ça, on fait plus varier le contenu des intensités intérieures que le volume. Le volume est parfois, des fois, le facteur numéro 2 en saison. Ce qui va un petit peu à l'encontre des études sur le picking de Mujica, de Bosquet, des choses parues. Il y a quand même des moments où on est dans cette optique, où on va garder le maximum d'intensité en baissant le volume. Mais dans l'organisation courante, ce n'est pas forcément le cas. Mmh. Et quand tu parlais justement d'organiser ces séances avec un chrono, hein, de manière très régulée, ça te permet aussi d'avoir une efficacité et un temps sur le terrain qui est limité et de pas simplement te balader pendant 10 minutes à rien faire. Ça te permet de vraiment rester axé sur les objectifs et de travailler et d'avoir, comme tu l'as dit, un regard précis sur la charge de travail faite en un certain temps. Mais on essaye, encore une fois, il faut rester très modeste parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui travaillent. On essaye en premier lieu de décrire nos entraînements de manière très précise. C'est-à-dire que tous les exercices sont découpés. Tous les exercices sont planifiés à les entraîneurs, souvent sur la distance totale, sur les mètres à plus de 15 km/h et sur un petit peu la distance de sprint. On met 3 indicateurs. Mais quand on fait le reviewing de la journée, j'y rajoute des données sur les changements de direction Mmh. pour amener un peu plus de finesse. Donc, à la base, déjà, on essaie de tout écrire, de tout décomposer, de tout décortiquer avant d'aller sur le terrain. Et si sur le terrain, il y a des choses que les entraîneurs ne sentent pas, qui ne correspondent pas à leurs objectifs, on aura une tendance à les changer en direct. Mais dans le reviewing, en fait, on va expliquer pourquoi on l'a changé. Et du coup, je pense que c'est très important. C'est très difficile pour le staff, à la fois les entraîneurs et nous, les préparateurs physiques, parce que ça demande plus de travail. Mais ça permet régulièrement, je te fais simple, que si le pire dans ce type de programmation, en fait, c'est de se retrouver avec un exercice à haute densité. Et donc, du coup, tu essaies d'avoir une organisation rigoureuse des types d'entraînement que tu vas avoir par journée, qui vont avoir des effets immédiats et retardés et qui vont influer sur la forme de ton équipe le jour du match. Mmh. Et par une préparation un petit peu incomplète,
tu peux te retrouver avec un exercice et donc un effort physique non programmé sur une journée qui n'est pas adéquat. Et, et du coup, ça nécessite donc cette écriture d'entraînement. Ça nécessite sur le terrain de tenir des timings, de gérer des données en direct qui arrivent de GPS, par exemple, d'avoir des observables au niveau des joueurs. Et derrière, de faire un reviewing qui permettra à la séance prochaine du même type d'éviter ce type d'erreur, ou alors carrément de proposer l'exercice en question sur une autre type de journée. Mmh. Je ne sais pas si c'est assez clair ou si tu veux peut-être des choses plus concrètes. Non, c'est très clair. J'ai une ou deux questions, peut-être avec un petit peu plus de perspective. Depuis que tu as commencé à mettre ce système de la performance et de quantification de la charge en place, est-ce que tu as pu voir, on va dire, sur le papier, de manière significative, une réduction des blessures ou peut-être une amélioration des questionnaires wellness de tes joueurs de manière générale? Qu'est-ce que tu as pu observer sur le long terme par rapport à ça? Alors, sur le long terme, je pense que le rugby est mieux entraîné. Mmh. Et je pense que l'équipe devient plus performante. En fait, c'est un process moyen-long terme. Sur le court terme, les wellness des joueurs, ils ne sont pas plus bas, ils ne sont pas meilleurs. Ils auraient contraint à être plus bas parce que je pense que chez nous, quand même, pas mal de joueurs qui arrivent sont assez surpris par les intensités à l'entraînement. Sur l'intégration horizontale qui peut être un peu forte, c'est-à-dire que quand on fait une journée vitesse, on essaie de stimuler les joueurs à avoir vraiment des données de vitesse à l'intérieur. Mmh. Et du coup, ça nécessite une construction d'exercice qui demande aux joueurs vraiment de mettre beaucoup d'intensité dans les exercices. Donc, sur le court terme, c'est difficile pour les joueurs. On a pas mal de personnes qui arrivent d'autres équipes qui mettent jusqu'à 6 mois pour s'adapter, Mmh. minimum. Mmh. Et les autres équipes ont des systèmes qui sont différents, mais qu'au final, ils gagnent des matchs, souvent plus que nous, parfois. Donc, ce n'est pas une critique, c'est juste un autre type d'entraînement. Et du coup, j'aurais tendance à dire que le rugby est meilleur. Par contre, c'est un petit peu plus difficile à gérer en charge d'entraînement. En un. En deux, pour les blessures, je pense que c'est un problème un peu plus large. Je pense que si on fait les choses comme il faut, oui, on a moins de blessures, notamment musculaires, Mmh. qui arrivent. Cette année, on est passé sur un terrain synthétique. On suit de manière un petit peu plus rigoureuse ce type d'entraînement et on a moins de blessures que l'année passée. Mais je ne veux pas faire non plus un raccourci parce que il y a aussi la notion du renforcement musculaire qui est bien effectué. Il y a aussi la notion qu'avec le Covid, on a repris plus bas. On a été plus progressif dans ce qu'on a proposé. Ça a permis à des joueurs de construire leur charge d'entraînement, leur résistance, d'être plus robuste en prenant le temps. Malgré tout, sur le point de plus du Covid, le point négatif quand même, c'est que le rythme est assez élevé avec le Covid. On a des variations de planning au dernier moment. Et je pense que cette application assez rigoureuse d'organisation d'entraînement, qui est dérivée de l'application tactique, nous permet d'être mieux sur les blessures musculaires. Voilà. Mmh. À ton sens, à l'heure actuelle, pour terminer sur cette idée de la quantification de la charge, à l'heure actuelle en France, à ton avis, quels aspects de la quantification de la charge sont négligés à ton avis? Je pense qu'en fait, il y a pas mal d'entraîneurs, de préparateurs physiques qui savent entraîner et qui ont toujours qui ont appris une logique d'entraînement. Et je pense que l'arrivée du RPE, des GPS, les a perdus. C'est-à-dire que je pense, à la base, nous sommes des entraîneurs. L'arrivée de données et vouloir chercher les données a fait sortir certaines personnes de leur logique d'entraînement. Et je pense que ce qui manque parfois, c'est un équilibre entre quand je parle de logique d'entraînement, je pense, des travaux comme ceux d'Issurin sur la périodisation, sur les effets résiduels d'entraînement, les effets médias, les effets différés. Mmh. Et un équilibre après avec les données qu'on peut recevoir. Et toujours regarder cet équilibre. Et je pense qu'on l'a un peu perdu parfois.
je suis sûr que sans le vouloir, ça m'est arrivé aussi. Faut pas sortir du lot. Et je pense donc qu'il faut un meilleur équilibre entre l'apprentissage qu'on a, les nouvelles choses qui arrivent, et, euh, et peut-être un petit peu plus de recul parce que notamment les GPS, je pense qu'à l'étranger, ça fait de nombreuses années que ces outils étaient utilisés à des fins de programmation d'entraînement. Mhm. Et qu'en France, peut-être ça va faire dans le rugby 3, 4, 5 ans que vraiment il y a pas mal d'équipes qui s'en servent. Donc ça manque un petit peu de recul. Cet épisode est présenté par Strength Coach Network, la meilleure plateforme d'éducation et de développement pour les coachs et les préparateurs physiques. Strength Coach Network propose plus de 200 heures de contenu vidéo éducationnel présenté par des coachs à la pointe de la performance sportive tels que Dan Pfaff, Derek Hansen, Carl Dietz et Buddy Morris. Si tu cherches à améliorer tes connaissances et tes compétences, tu trouveras tout ce qu'il y a à savoir sur le développement de la vitesse, l'agilité, la pliométrie, l'endurance, la réathlétisation, la programmation et bien plus. Strength Coach Network te permet également d'échanger avec des centaines de coachs aux quatre coins du globe, du niveau amateur jusqu'aux plus grands coachs de NFL, NBA et MLB. Tu peux poser tes questions, répondre à des conversations engageantes et obtenir de précieuses informations auprès des leaders de la performance sportive. Strength Coach Network couvre également le développement de carrière pour les coachs. Si tu as besoin d'une critique de ton CV, dois te préparer pour un entretien ou si tu cherches des conseils de réseautage professionnel, visite strengthcoachnetwork.com/upside et reçois ton premier mois d'abonnement à moitié prix. Va maintenant sur strengthcoachnetwork.com/upside pour bénéficier de cette offre exclusive. Je voudrais passer sur tu as parlé de la structure des entraînements sur la semaine. Tu as déjà mentionné un petit peu cette idée d'intégration horizontale avec le volume. Est-ce que tu pourrais on va dire, nous emmener sur une semaine d'entraînement avec tes joueurs, avec toi en tant que prépa? Comment est-ce que tu structures ça, les différentes séances sur les différentes journées et les différents peut-être objectifs sur chaque séance que tu as au cours de la semaine? Ok. On va dire qu'on joue le samedi, on va faire simple, et on va avoir 3 journées d'entraînement principal. Les journées vont être structurées sous 3 points. Le volume, 1, l'intensité, 2, les espaces de jeu qui vont permettre de respecter un petit peu ce volume et cette intensité. Et on rajoute aussi une charge cognitive, une charge mentale dans ce qu'on va proposer. Tous ces principes, c'est des principes vus sur plusieurs types d'entraînement, notamment l'opération tactique. Donc, si on prend la journée 1, par exemple, on pourrait se retrouver avec un volume de 4-5 km sur les 2 séances qui sont les séances d'unité de séparé et la séance de collectif. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un espace de jeu plus restreint. On va éviter de faire des grands espaces. On va éviter de faire du collectif. Donc, ça va être des jeux en sectoriel avec des petits effectifs. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander aux entraîneurs d'avoir des temps d'effort et des temps de repos qui n'excèdent pas le ratio 1-1. C'est-à-dire qu'on va essayer d'avoir maximum 1 minute de jeu sur une séquence de jeu. Mais s'il y a 1 minute de jeu, il faut automatiquement au minimum un temps de repos. Donc, ça fait 1 minute de jeu maxi et donc 1 minute de repos pour essayer d'éviter d'avoir de la densité. À l'intérieur, si on réduit l'espace, on va réduire donc les vitesses. Et du coup, en dernier lieu, on va essayer de répéter des choses sur notre jeu. Donc, on va éviter d'avoir des nouveaux apprentissages dans cette journée. Et pour essayer d'être plus efficace. Et aussi, si on fait des choses qu'on connaît, on a tendance à moins louper les exercices au niveau technique et au niveau physique. On est souvent encore dans la fenêtre de récupération d'un match. Et en plus, de plus en plus, comme pas mal d'équipes, on met une séance de jambes ce jour-là. Donc, ça permet le mois d'interférence serait long et on aurait un petit peu de temps à développer, mais ça permet, je pense, d'éviter d'avoir 2 fatigues aiguës sur la même journée. Et ça permet de maximiser un peu cette journée 1 pour mieux préparer la journée 2. La journée 2, par contre, ça peut aller jusqu'à la distance du match. Donc, on peut avoir des 6-7 km. Ça dépend des postes, sous 2 séances. Et là, par contre, on va avoir tendance à proposer aux joueurs des temps d'effort supérieurs au temps de repos
Donc, on peut avoir des temps qui sont de 1 minute à 3 minutes à la séquence, avec des temps de repos qui peuvent aller au maximum à 1 minute. Pourquoi? Parce que j'essaie d'avoir un entretien, voire un développement des qualités aérobies, et que toujours cette histoire de tentative de garder de la VO2 élevée durant les exercices. Mhm. Tu sais très bien que si on dépasse 1 minute, on risque on risque de pas avoir le temps de remonter dans la répétition qui suit. Mhm. Euh, comme objectif GPS, autant la première journée, on essaie de ne pas avoir de données. Là, au niveau des vitesses, on accepte, parce que des fois, on va faire des formes de jeu sur des chasses au pied, sur des coups d'envoi, donc il y en aura. On essaie d'être régulier dans ce qu'on propose, quitte à avoir des rotations sur les personnes qui en auraient, ça peut être des ailiers. Et on va essayer d'avoir des données comme les mètres minutes élevés. Mhm. On va essayer d'avoir des mètres haute intensité par minute élevée. Et on va essayer d'avoir des mètres de changement de direction élevés. Puisqu'il ne faut pas oublier que si tu fais un exercice, tout simplement, et que tu n'as pas de mètre de haute intensité qu'on appelle dans l'exercice, mais que l'exercice est très petit et que tu as beaucoup d'accélération et décélération, en fait, tu vas te retrouver quand même avec un exercice musculairement difficile. Et donc, il te faut une autre donnée que la donnée à plus de 15 ou à plus de 18 km/h pour quantifier un peu ton entraînement. Donc, c'est l'idée de. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris l'accélération maximale et on a fait la distance à 50% de cette accélération. Et on appelle ça la distance de mechanical work chez nous. On s'est créé Mhm. un peu cet indicateur. Et on va essayer d'avoir de la densité dans ce jour 2. Les espaces sont grands. On peut avoir des exos collectifs. Et on va un tout petit peu travailler sur l'adversaire et un peu moins sur nous. Ça, c'est la journée 2. La journée 3, c'est plus une journée vitesse. Donc, le volume pourrait ressembler autour des 4 km, comme la journée 1 finalement. Le temps d'effort pourrait être de 1 pour un temps de repos à minima de 2, donc maximum peut-être 1 minute d'effort. Mais si tu fais 1 minute, il faut faire un départ toutes les 3 minutes. Mhm. Et là, on va tenter d'avoir le maximum d'intensité dans les actions, le maximum de précision dans les actions. Et c'est la journée la plus difficile parce il est difficile pour les joueurs en fait, d'effectuer ces exercices à haute vitesse. Et le corps humain, en fait, il met toujours une stratégie de pacing. En fait. Il va se caler un peu sur un rythme euh, un peu confortable. Donc, je pense que c'est la journée la plus difficile. C'est celle où on doit le plus progresser, où on progresse. Parce que le cerveau humain, jouer au rugby, il ne sait pas trop ce que c'est. Je parle même pour le pacing. Et en gros, si on ne construit pas des exercices où la réussite des exercices sera liée à une intensité élevée demandée, tu peux être sûr que les joueurs vont pas se reposer, mais vont être moins en difficulté. Ouais. Tu pourrais donner un exemple concret et pratique d'un objectif qui est basé sur cette haute intensité pour faire en sorte que les mecs y aillent quoi qu'il arrive? Mais par exemple, on va en prendre un, ouais, très facile, on va en prendre deux même, on va en prendre un sur l'attaque. Donc on va en prendre un où tu fais un lancement sur une mêlée et ton numéro 10 fait une diagonale au pied pour ton ailier. Mhm. Et sur un exo comme ça, pour le réussir, tu vas devoir demander aux joueurs de bouger vite et tu ne peux réussir cette action que si tu obtiens une distance de sprint ou une accélération forte. Ça peut être un premier. Après, sur une transition attaque-défense, c'est-à-dire quand tu as le ballon que tu le rends à l'adversaire, tout simplement le 9 qui tape par-dessus et le chasse au pied. L'objectif de l'exercice peut être, par exemple, pour l'attaque, de doubler les joueurs qui vont faire un peu des leurs pour les empêcher de monter sur la personne qui va réceptionner le ballon. Et si tu mets le repos adéquat et que tu peux mettre des plots, tu peux mettre un timing à respecter, ben, si tu n'as pas une intensité, tu ne peux pas réussir la répétition. Mhm. Et il est vrai que sur ces journées-là, si tu proposes des situations comme ça, ben, tu as une plus grande probabilité d'avoir des intensités élevées dans ton entraînement. Mhm. En fait, c'est un conditionnement des joueurs à ce type d'action. En fait. Ouais, c'est super intéressant. Je voulais revenir sur une chose dont tu as parlé pas mal depuis le début de l'entretien, le temps de travail, temps de repos, de concert Mmh. avec les coachs.
par rapport à tous les exercices rugby que vous mettez en place. Est-ce qu'à ton sens, cette collaboration préparateur physique, coach rugby sur tous les aspects de l'entraînement, c'est quelque chose qui peut être appliqué et qui devrait peut-être être appliqué à tous les niveaux jusqu'à un certain point, ou est-ce que c'est réservé à des niveaux un petit peu plus avancés, un petit peu plus élevés? Parce que personnellement, au niveau où je coach, au niveau amateur ici en Suisse, qui est à peu près l'équivalent de la Ligue Honneur ou peut-être Fédéral 3, les grands jours de demi-finale ou finale de championnat, il y a encore une certaine ségrégation entre le préparateur physique, le travail qu'il fait, et ensuite les coachs et le travail qu'eux mettent en place sur le terrain, la façon dont ils structurent leurs entraînements. Il n'y a pas nécessairement ce lien direct, comme tu en parles depuis le début, entre en gros la quantification de l'intensité du volume et de la densité de travail par rapport à des exercices dits rugby, on va dire. Comment tu vois la chose? Ouais, moi, je pense que ce n'est pas une question de niveau, en fait. Par contre, c'est une question de jusqu'où tu vas pousser ta méthode par rapport au niveau où tu entraînes. Euh, Depuis que j'entraîne, en fait, parce qu'avant d'être en pro, j'ai commencé en Fédéral 2, j'ai été en Fédéral 1. Partout, j'ai toujours essayé de rester très proche des entraîneurs. Et depuis que j'entraîne, j'ai toujours voulu connaître tout le contenu des entraînements rugby, en fait. Alors, au début, en Fédéral 2, je ne vais pas te mentir, j'observais le contenu. Parce qu'au début, c'était le prépa fait l'échauffement et fait du physique, et nous, on fait le rugby. Puis derrière, quand j'étais en Fédéral 1, c'était un peu plus construit. J'étais à Blagnac, c'était un très bon club de Fédéral 1, avec des très bons entraîneurs. On a pu commencer à construire des choses. Cette idée de, il y a des journées, l'autre journée, c'était plus de répétition de lancement, c'était un peu simple. Je pense que oui, en fait. Je pense que l'intégration horizontale, on n'est pas obligé d'avoir des timings précis. On peut expliquer aux entraîneurs, je pense, des observables. Peut-être la veille du match, si on voit que les joueurs sont toujours dans de la fatigue, si on voit que les répétitions n'ont pas d'intensité, c'est peut-être un signe que le repos n'est pas assez élevé, par exemple. Au contraire, dans la semaine, si on veut travailler, si on se rend compte que les joueurs, il y a beaucoup pas de sourire, mais des attitudes un peu relaxes sur quelque chose qui est difficile, on peut se rendre compte que ce n'est pas de la haute densité, qu'on n'est pas en train d'améliorer la qualité. Donc, je pense que dans un système peut-être moins rigide qu'à un niveau descend, on peut et on doit faire quelque chose. Et il y a un grand intérêt, je pense, pour les entraîneurs, en fait, de s'appuyer sur les préparateurs physiques. Parce que moi, le rugby, ce n'est pas mon métier. Je ne fais pas les compos, heureusement. Je ne fais pas les combines. Moi, j'essaie de trouver des solutions. Alors, je ne dis pas que c'est toujours facile les entraîneurs, parce que je pense que des fois, il y a ça peut arriver que certains pensent qu'on rentre dans leur domaine. Mais moi, en fait, je veux plutôt être source de propositions, de solutions pour eux, pour qu'à la fin, on arrive chacun à un objectif commun. Et très rapidement, ce système, il permet de faire plus de rugby. Et ça, parce que sinon, on ferait simple, ils feraient leur entraînement. Moi, je vais faire des lignes. Je vais faire les choses simples. Je n'ai rien contre les lignes. Je trouve que c'est un très bon moyen d'entraîner la condition physique des joueurs. Mais si on fait plus de rugby, notamment à un niveau plus faible, où le temps de pratique est moins important, on risque d'améliorer l'apprentissage, d'améliorer la performance de l'équipe. Donc moi, je te répondrais oui, et fortement oui quand le niveau est plus bas. Ouais, c'est super intéressant comme perspective. En termes de préparation, on va dire dédiée ou préparation intégrée, comment est-ce que tu équilibres ta semaine par rapport à ça? Est-ce qu'il y a plus d'intégré? Est-ce que à certains moments de l'année, il y a un petit peu plus de dédié? Par exemple, travail de VMAX qui n'est pas nécessairement en contexte rugby, comment tu organises ça? Alors, en fait, je vais le décomposer en trois termes. La première, je vais l'appeler dissocié. Dissocié, ça serait ça peut être la muscu, ça peut être du sprint, ça peut être des lignes. C'est-à-dire que des exercices qu'on pourrait faire sur des joueurs de foot ou autres. La seconde, c'est de l'intégrer. L'intégrer, c'est je vais proposer des exercices rugby pour améliorer la condition. Par exemple, je fais un rugby à 7. Okay. Et la troisième, c'est le qu'on utilise le plus, c'est tactique. La différence, c'est que si je fais un rugby à 7 avec mes joueurs, il n'y a pas nos formes de jeu qu'on a nous. Il n'y a pas notre plan de jeu. Il n'y a aucun rapport avec la stratégie de notre équipe.
Par contre, en tactique, comme je t'avais dit avant, ça pourrait être sortie de camp avec une chasse au pied. Tu vois, 45 secondes d'effort, 45 secondes pour se replacer au point de départ et on reprend. Donc déjà, je veux bien différencier les trois. On essaye d'obtenir l'ensemble d'entraînement de nos qualités hors musculation sur du tactique. On a un terrain synthétique cette année. On refait très très peu de vitesse dissociée dans l'année. On en fait parfois souvent sur les regroupes quand il manque de données. C'est-à-dire, je ne vais pas expliquer plus tôt, mais si donc à la fin de semaine, on rend un petit peu les données. La donnée la plus courte qui m'alerte, qui nous alerte en staff prépa, c'est l'absence de distance de sprint ou d'intensité élevée lors des accélérations. Parce que c'est une qualité qui se désentraîne très rapidement. Et sa pratique continue permet à elle tout seule d'avoir une prévention au niveau des muscles, des membranes très élevée. Donc, on pourrait avoir tendance à demander quelques sprints en ligne ou tenter de monter un exercice en 1 contre 1 simple pour obtenir de la vitesse. Donc, je te dirais que dans notre système, en saison, la part dissociée est très très faible sur le terrain. L'évolution de notre système, c'est que bien sûr, on fait de la musculation, il y a 3 séances par semaine. Et que je pense que avoir des exercices un peu plus horizontaux dans la musculation, notamment avec des 10-80, des choses comme ça, en individualisant, pourrait nous permettre, dans les séances de musculation, de proposer une sollicitation dissociée sur une qualité physique isolée comme la vitesse, qui permettrait de l'entretenir, voire de la développer mieux que les exos intégrés, tout en n'enlevant pas du volume d'entraînement au rugby. Donc, je ne sais pas si j'ai bien répondu, mais… Ouais, ça a du sens. Sur le 10-80, est-ce que tu utilises cet outil pour établir des profils force-vitesse au niveau de tes joueurs également, pour orienter l'entraînement et individualiser un petit peu les choses? Alors, ça fait 2 ans qu'on veut l'acheter, mais on n'a pas la place pour le prendre. On a un centre d'entraînement qui se construit avec une piste de 25 à 30 mètres. Il faut qu'on définisse la fin à l'intérieur de la salle. Et à ce moment-là, on l'aura. Et je pense que c'est un outil qui est très performant. Tout comme le GymAware ou des outils d'évaluation permettent d'avoir des cibles et de donner un feedback direct aux joueurs pour obtenir le maximum de ce qu'ils peuvent faire. Je pense que le 10-80, il a cette particularité dans un axe plus spécifique. Et je ne dis pas qu'il y en a un qui est mieux que l'autre, mais je pense que l'axe horizontal est complémentaire du vertical. Mais c'est souvent celui qu'on est, pour l'instant, on est un petit peu moins précis pour l'entraîner, de par la difficulté de l'évaluer. Je veux parler un petit peu de périodisation. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, le mot périodisation sur une saison, et comment est-ce que tu abordes une nouvelle saison avec ton équipe par rapport à cet aspect-là de la chose? Déjà, la première chose que j'essaie de faire, c'est d'avoir des longues discussions avec l'entraîneur responsable pour comprendre d'abord qu'est-ce qu'on va faire au rugby. Et à partir de là, tu vois, cette année avec le Covid, on a pu décomposer notre entraînement pour l'adapter un petit peu à son tactique. C'est vrai que le Covid nous a permis d'avoir le temps de le faire, a permis à mon entraîneur d'avoir le temps de le faire, parce que c'est un travail qui est important. Et en fait, je vais beaucoup écouter. Et après, je ne dirais pas que c'est simple pour nous, mais si on respecte certains principes, la pré-saison, le premier, c'est que reprendre progressivement, refaire monter le volume et l'intensité de manière progressive. Je pense que c'est fini le premier jour de la pré-saison où le prépa il prend les joueurs, il tue toute l'équipe en 1 heure. Il va voir le coach, il dit qu'ils ne sont pas en forme, mais ça, c'est pas sa faute. Mais non, mais en gros, je pense que si on reprend de manière mesurée, il faut savoir, entre guillemets, perdre du temps pour en gagner derrière. Et le but, c'est de construire progressivement sa pré-saison. Et en fait, très simplement, donc, il y a une première phase de pré-saison de reprise
on va peut-être un peu en terrain, on va d'entrée partir sur du rugby. Parce que c'est difficile en préparation physique de proposer des exos intermittents, par exemple, si on ne cherche pas de la densité. Mhm. Donc, en gros, dès le second jour, je pense qu'on peut reprendre du ballon sans intensité, en reprenant des actions individuelles pour que les joueurs reprennent des habitudes. En musculation, ça serait du mouvement. Donc, tu vois, cette phase pourrait faire entre 10 jours et 3 semaines, selon la longueur de ta pré-saison. Derrière, on aurait une phase 2 qui serait une phase de développement, où là, par contre, on va monter progressivement et on va avoir des exercices qui vont viser à développer la force maximale pour la muscu, des exercices plutôt sur le système aérobie sur le terrain, de manière à reconditionner les joueurs, à repréparer les joueurs à encaisser des charges d'entraînement, à préparer les joueurs à avoir de la densité répétée dans la semaine. Donc c'est la phase de développement. Et la troisième phase, ça va être une phase de picking, d'affûtage un peu. Je n'aime pas trop ce mot, mais je n'en ai pas d'autres en tête. C'est là où on va tenter, en précédent, je n'hésite pas à appliquer ce type de solution, ce type de méthodologie. Et on va arriver dans la saison. Et dans la saison, en fait, on va surtout se concentrer sur l'organisation de la semaine. On en a parlé un petit peu plus tôt en faisant varier un peu les volumes et intensités selon un petit peu l'état de forme des joueurs. Je ne dirais pas l'objectif, parce que si on demande à des entraîneurs de cibler un match, comme certains faisaient plus tôt, maintenant on cible des blocs. Il n'y a aucun entraîneur qui te dit celui-là, on va le lâcher. Heureusement d'ailleurs. Donc ça veut dire qu'on essaye de garder un niveau de forme optimal tout au long de l'année en faisant varier la semaine. Et après, on va arriver à l'intersaison pour finir. Et à l'intersaison, il y a une nécessité pour les joueurs de couper, de plus nous voir. Ça, c'est sûr. Et de pouvoir refaire les batteries. Certains en profitent et ils ont bien raison de travailler des points faibles. Tu vois, ça peut être un manque de masse musculaire, des choses comme ça, pour repartir sur une autre saison avec des bases un petit peu plus élevées. Tu as parlé des 3 phases en pré-saison pour remettre les mecs en forme. Ça prend à peu près combien de temps, à ton avis, pour prendre quelqu'un qui a peut-être pris quelques semaines off pour ensuite être prêt pour le premier match? Souvent, alors c'est assez interindividuel. Tout le monde entraîne des joueurs qui, dans ce cas-là, vont mettre beaucoup plus de temps que d'autres. En fait. Je pense qu'on ne part pas sur un pied d'égalité chacun là-dessus. Mais souvent, autour de 10 semaines, on a le temps de monter, de faire la phase de reprise, de développer et de baisser un peu les volumes pour avoir un sentiment de fraîcheur pour les début d'année. Je trouve que 10 semaines, c'est un nombre de semaines qui nous permet de bien travailler. Et hormis le physique, qui permet aux joueurs de reprendre des attitudes de rugby. Un blessé, il revient de sa blessure, il fait beaucoup de physique, il reprend, il fait 20 minutes, il est cuit, mais tu te dis, mais attends, il m'a fait des intervalles, des choses beaucoup plus élevées, un peu plus élevées que ce qu'il a fait d'habitude parce qu'il avait le temps. Tout simplement, le joueur a besoin d'optimiser ses déplacements, d'optimiser ses gestes, et pour ça, il faut pratiquer. Et puis, le cerveau, si tu lui rajoutes de la condition de la réflexion durant un effort, ben, tu vas avoir un sentiment de fatigue un peu plus fort. Je sais que je crois que c'est les Américains qui avaient fait pédaler des soldats à faible intensité, un groupe normal et un groupe qui devait regarder un écran pour réfléchir. Et ils se rendaient compte que ceux qui devaient réfléchir, ben, en fait, ils avaient des indicateurs de fatigue plus élevés. Et je pense que ce même type de choses s'applique sur les joueurs. Du coup, pour le retour de blessure, enfin, pour deux mots, les systèmes comme Arsenal a publié sur le Control to Chaos Continuum avec des situations de plus en plus spécifiques à l'activité du joueur proche de la reprise. C'est ce type d'approche qu'on essaie de mettre parce que on se retrouve avec des joueurs forts physiquement, mais qui peuvent jouer que 20-25 minutes. Donc, c'est un peu dommage. Je veux revenir sur un ou deux aspects un petit peu plus précis au niveau de la périodisation et de ta façon de
de remettre les gars en forme. Quand on parle de retour au contact, comment est-ce que tu progresses ça après une période de pause pour les joueurs avant de revenir sur du rugby? C'est clair qu'on parle souvent de la vitesse, on parle souvent de la musculation, mais l'aspect préparation au contact pour revenir vers des impacts qui sont quand même très, très conséquents et qui imposent des contraintes physiques qui sont énormes. Comment est-ce que tu progresses ça sur une pré-saison pour que les mecs soient prêts à absorber? Alors, en plus, on n'a pas parlé dans la semaine d'entraînement, on a aussi une notion de contact dedans. Euh, Nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est de définir plusieurs niveaux de contact. Donc, en fait, le niveau 1, c'est tout ce qui peut être exercice de lutte, en gros, contact non maximaux sans vitesse. Mmh. Le niveau 2, c'est les contacts avec un peu plus de vitesse, mais qui sont non maximaux également. Le niveau 3, c'est contact avec de la vitesse. Et niveau 4, c'est match. Ben, je me suis pas mal de fois posé la question. Je pense que c'est un point, en plus, on doit être un petit peu meilleur. Il y a pas mal de petites études qui ont été faites par l'Université de Leeds là-dessus, sur la nécessité de mieux périodiser les contacts. On essaie d'introduire des exercices de lutte en pré-saison pour être dans ce niveau 1. Progressivement, on va avoir des skills plutôt individuels avec peu de réflexion sur des contacts à vitesse modérée. Et après, on va rentrer sur des contacts un peu plus dynamiques et voir une exposition au match avant le premier match amical pour pas que le premier match amical soit la première exposition. On essaye d'introduire ces petits exercices dès la première semaine. On essaie de ne pas faire 2 jours d'affilée du contact, par exemple. On essaie de mettre des petites règles. Et du coup, plus on va augmenter les contacts, plus on va avoir tendance à les espacer. Si par exemple, un jour, on fait un contact live, on ne va pas, peut-être même pas 2 jours après, faire un contact levé, on va peut-être un. On va essayer de ne pas répéter ceci. Donc, on essaie d'appliquer un peu des logiques d'organisation d'entraînement des contacts. Je trouve quand même, et c'est quelque chose qu'on aimerait remédier, que l'utilisation des exercices de lutte est trop faible et pas assez présente dans notre entraînement. Et je pense qu'on devrait plus s'en servir en pré-saison, voire en saison. Donc, on aurait une tendance à augmenter l'exposition au contact. Mais si on l'amène de manière progressive, je pense, qu'on va rendre les joueurs plus robustes. Donc, on ne va pas augmenter forcément l'incidence blessure. Et 2, on va améliorer la performance des joueurs dans toutes ces situations de contact. Donc, pour répondre à ta question, nous, en ce moment, on essaie d'être gradué, d'avoir plusieurs niveaux d'intensité. Mais en dernier, je pense que dans l'avenir, l'utilisation d'exercices spécifiques de lutte serait un plus par rapport à ce qu'on fait actuellement. Tu as parlé du niveau 4 qui est l'intensité match et tu as mentionné notamment que vous utilisez ça avant le premier match amical pour faire en sorte que les mecs aient déjà pu voir ce niveau d'intensité-là. Est-ce que c'est un niveau d'intensité que tu retrouves ensuite à certaines périodes pendant la saison même ou est-ce que c'est vraiment réservé seulement pour les matchs? Ça arrive que dans des entraînements, des situations soient demandées dans ce type de contact match. Tous les joueurs ne mettent pas ce type d'intensité à l'entraînement. Et ça n'a rien contre eux, c'est interindividuel. Il y a certains joueurs qui régulièrement sont très proches de l'intensité match. C'est leur méthode, c'est leur manière de s'entraîner. Certains joueurs ont besoin du contexte match pour être à ce type d'intensité. En saison, c'est beaucoup plus rare. Mais il ne faut pas dire que ça n'existe pas parce que bien sûr qu'il arrive des semaines où les entraîneurs ont une volonté de durcir un peu pour rendre les joueurs un peu plus réactifs sur le match qui va arriver. On va appeler ça comme ça. Et en saison, c'est un petit peu particulier parce qu'en gros, ceux qui ne jouent pas le match ont besoin de cette exposition au contact. Il ne faut pas se retrouver avec 2-3 semaines sans exposition live. Et là, ça peut être problématique. Et ceux qui jouent en ont besoin un petit peu moins. Donc, en gros, il faut garder un petit peu cet équilibre. J'avais eu l'idée à un moment de mettre une durée de contact live minimum par joueur et maximale par joueur par semaine. C'est quelque chose que je n'ai pas assez développé. Peut-être parce qu'à force, les entraîneurs ils vont mettre par la fenêtre, si à force de mettre des seuils. Mais je pense que l'idée serait peut-être un petit peu là-dessus. C'est-à-dire que
C'est-à-dire que si un joueur n'a pas fait peut-être 5-10 minutes de jeu avec des contacts élevés par semaine, euh, ça peut être un petit peu problématique. Et au contraire, si un joueur a effectué plus de, plus de 20 minutes sur une semaine de contact live, peut-être qu'il n'y a pas la nécessité de remettre un contact live dans la semaine et peut-être mettre un contact plus mesuré, plus technique, plus analytique qui lui permet de récupérer, d'être prêt pour le match qui suit. Donc, on a parlé de la progression par rapport au contact. Maintenant, si on parle de la vitesse, combien de temps ça prend pour toi pour ramener un joueur de l'intersaison jusqu'à arriver à toucher sa Vmax sans avoir aucun souci ou en limitant un maximum les risques et les soucis en termes de blessures? Souvent, dans ce qu'on me propose, j'essaye d'avoir des distances de sprint à la fin de la phase d'adaptation, c'est-à-dire la 3e semaine. On est un peu là-dessus et sur les 2 premières semaines, on aura une tendance, nous les prépas, à proposer un petit peu des choses que j'ai un peu dérivées de ce que j'ai eu chez Exos, c'est-à-dire des échauffements sur l'axel. Donc nous, en fait, on va essayer de contrôler lors des premières semaines et premières séances l'exposition aux accélérations, l'exposition aux décélérations et également tout ce qui est multidirectionnel. On va le contrôler beaucoup plus, on va être un peu plus analytique et on va essayer de faire monter un peu ce volume. Là, pour le Covid, par exemple, les joueurs n'avaient pas le droit de se toucher, il y avait pas mal de règles qui font qu'on était, on était en difficulté de proposer des exercices en collectif. Et du coup, on a fait 2-3 semaines de réapprentissage à accélération, réapprentissage. Et donc, réponse 1, 3e semaine souvent, en ayant tout cet apprentissage tout au long de ce cycle en fait. Je veux passer maintenant sur un autre sujet qui va certainement te parler, c'est le lien entre la recherche et la préparation physique. Tu as mentionné notamment depuis le début de l'entretien certains ouvrages, certaines références scientifiques. Comment est-ce que tu vas chercher ces informations au niveau de la base de données scientifique qui existe et qui continue à grandir tous les jours? Et comment est-ce que tu l'intègres ensuite dans ta pratique de tous les jours en tant que préparateur physique? Alors, je pense que dans tout ce qu'on dit, il y a toujours un équilibre en fait. Pour la recherche scientifique, moi, j'ai pas peur de dire, j'en lis, je pense, beaucoup. Peut-être trop, mais j'en lis beaucoup. Régulièrement, j'attends pas que ça sorte sur Twitter ou autre pour aller lire. Très simplement, je vais sur Google Scholar, je tape des mots-clés, rugby union, rugby league, speed development, j'ai quelques items clés que je tape et je regarde un peu les dernières qui sortent. Je mets toujours par date et je regarde. Donc j'essaie moi de regarder un petit peu ce que j'ai besoin de regarder. Chaque fois que je suis en phase d'une étude, je regarde la chose que je regarde le plus, c'est le protocole en fait. Et je pense que avec de l'expérience, j'ai appris à détecter les études qui ne servent à rien, et il y en a beaucoup. Des études qui apportent une vraie plus-value dans l'entraînement, et il y en a beaucoup moins. Tu vois, j'ai en mémoire une étude, alors que je ne regarde pas trop ce type de sujet parfois, sur la nutrition, sur le cétogène, où je vois des gens tweeter un peu partout que le cétogène ne fonctionne pas parce qu'ils l'ont testé sur des coureurs. Et je ne critique pas, mais il y a pas mal de personnes qui ont des idées brillantes, comme Yann Lemeur, pas le citer, qui résument des articles sur des images. Et je crois que c'est un autre que lui qui avait résumé l'article. Et donc les gens, en fait, ils ont vu l'image. Et du coup, l'image est conclue que les coureurs ont perdu leur performance avec le cétogène. Mais si tu lis l'article entier, tu as une phrase à l'intérieur qui dit « Nous pensons que le protocole employé est trop court pour permettre aux athlètes de pouvoir s'adapter au nouveau type de régime alimentaire proposé. » Donc, si tu lis cette phrase, tu comprends que les auteurs eux-mêmes ont tenté ceci. Et donc, la vraie conclusion de l'étude, elle est plus simple. Ce n'est pas de dire que le cétogène ne marche pas. C'est de dire que si tu n'as que 4 semaines pour préparer un athlète, ne lui change pas le régime alimentaire. Et les gens l'ont transformé en le cétogène ne marche pas, regardez. Mais personne n'est allé lire l'article. Et je pense que la problématique à l'heure actuelle, c'est que
de lire des articles, ça prend du temps. De vérifier les informations, ça prend du temps. Et les gens préfèrent avoir 10 informations dans la journée. Ils deviennent experts trop rapidement, à mon sens. Et du coup, ils vont commenter, ils vont en déduire des choses sans avoir vu totalement l'information. Et je pense que c'est la grosse limite de l'utilisation de la recherche, c'est que beaucoup d'articles ne sont pas écrits dans un but d'amélioration, mais plutôt des fois dans un but de publier. Et deux, les personnes qui les lisent veulent avoir trop d'informations. Et je pense qu'il faut effectuer ce travail qui est un peu pénible et qui est long. Donc là-dessus, tu vois, j'en ai encore un qui est facile, celui du jus de betterave. Il y en a un que Martin Buchheit reprend souvent dans les stats. Tu te rends compte que de boire du jus de betterave améliore la performance en sprint sur les joueurs de foot. La question, c'est est-ce qu'un sprint de 20 mètres nécessite de l'énergétique directement dedans? Peut-être pas. Qu'est-ce que la betterave peut apporter? Peut-être une ressource d'énergie, mais que le sprint n'a pas besoin. Alors, comment tu veux améliorer ton sprint avec du jus de betterave? Par contre, si tu regardes l'article, tu te rends compte que les statistiques à l'intérieur, elles font que plus tu as de joueurs, plus tu auras un P de probabilité qui t'amènera un résultat positif. C'est la limite des statistiques, enfin, je ne suis pas très bon là-dedans, mais de ce type de statistiques. Et donc, en gros, il aurait pu avoir des résultats plus bas et plus de joueurs. On aurait pu dire que le jus de betterave augmente le sprint. Et je pense que les gens qui ont vite retweeté, vite publié l'information, déjà, ils l'ont effacé quand Buchheit il a découpé l'article, mais surtout, ils n'ont pas lu l'article, ils n'ont pas réfléchi au sens de l'article. Toi, je t'en fais un dernier, puis j'arrêterai avec ça. Il y a les masques d'entraînement. Bon, j'espère que tu n'es pas sponsorisé par eux. Mais bon. Il y a un article, je crois que de tête, je vais le dire, c'est 15 secondes d'effort pour 45 secondes de repos. C'est un truc de ce style. Et donc, on compare avec masque et sans masque. La première question, qui fait du 15-45 pour augmenter la VO2 max? Parce que les masques, c'est respirer dans un bouchon de stylo bille. Donc forcément que tu vas avoir moins d'oxygène durant la phase de repos et que tu vas devoir générer une excitation du système. Mais du coup, la première question, c'est est-ce que le protocole n'a pas été développé pour tenter de montrer absolument un effet positif sur l'appareil? Et c'est là où je pense que les personnes sont un peu niaises et sont pas assez sérieuses. Et moi, ce que j'essaie de faire, je me mets un délai de 6 mois. Quand je vois quelque chose qui vraiment peut changer mon entraînement, pendant 6 mois, je ne l'applique pas dans l'entraînement. Je le développe. Et j'essaie de me convaincre de ne pas l'utiliser. Souvent, quand je passe les 6 mois, j'ai tendance à me dire, je n'ai pas réussi, soit je n'ai pas assez travaillé, ça arrive. Et là, je vais tenter de l'aborder. Mais maintenant, j'ai un délai de 6 mois où je ne me lève pas tous les matins en pensant avoir trouvé une nouvelle méthode que personne n'a trouvée. Parce que souvent, les gens ont l'impression du coup d'être un peu des génies. Alors qu'en fait, on se rend compte que nos principes d'entraînement physique pur, si on prend ce que faisaient les Russes et pas mal de personnes dans des endroits très développés depuis des années, on est très très proche. Et donc, on n'a pas inventé grand-chose. Toi, les nouvelles méthodes de muscu, il y en a plein. C'est une variation de vitesse de contraction, de temps d'effort, temps de repos, mais qui au final diffèrent très peu. Et elles ont le mérite d'exister parce que ça permet d'amener de la variation et d'améliorer tes athlètes, très certainement. Mais beaucoup de ces méthodes sont issues de ce que faisaient les Russes, les autres, quand même, mais des gens qui ont beaucoup travaillé sur les méthodes d'entraînement. Donc, pour résumer, je vais chercher mes articles. J'ai un compte ResearchGate. Google Scholar permet de savoir qu'est-ce qui sort. Ceux qui ne savent pas trouver, il y a toujours un site qu'on peut trouver rapidement qui te permet de tout télécharger gratuitement sans demander aux auteurs. C'est pas bien, mais c'est pour de la science. En deux, j'essaie de lire de manière précise les articles. J'hésite pas à écrire aux auteurs si je comprends pas. J'hésite pas à écrire aux auteurs si je trouve très intéressant que j'ai besoin d'aide. Ils répondent tout le temps.
Et en troisième lieu, je me mets un délai de 6 mois avant de l'intégrer dans mon système. Mhm. T'as parlé, tu as mentionné notamment les réseaux sociaux et Twitter. Comment est-ce que tu recommandes que les préparateurs physiques en formation, les jeunes prépas, comment est-ce qu'ils devraient aborder les informations qu'ils trouvent sur les réseaux, étant donné la quantité d'informations qui est disponible à l'heure actuelle? Ben, je pense que rien n'est néfaste en fait. Mais l'utilisation qu'on peut en faire peut rapidement nous amener à des difficultés. Bon, moi, j'ai un Instagram. Bon, le même perso, il n'y a que du VTT et des vacances. L'autre, j'ai essayé de faire des exos de réhab quand j'étais au Dragon. J'en ai filmé plein, j'en ai fait un peu, ça m'a pas trop plu, c'est pas mon truc. Il y a des mecs qui m'ont écrit, c'est vachement sympa, mais c'est pas mon truc. Je suis peut-être un peu trop rustre, je sais pas, mais j'ai pas de volonté de grandement communiquer. J'ai accepté avec plaisir ton invitation, Merci d'ailleurs. mais je suis pas un grand communicant. Hmm. Je fais plus les choses pour moi que pour les communiquer. Après, toute personne qui vient visiter le club, ou on parle de quelqu'un que j'ai vu en Skype il n'y a pas longtemps, un ami m'a demandé. Moi, je suis ouvert en fait. Quelqu'un vient chez moi, j'ouvre tout, je cache rien. Donc, je n'ai pas un problème de cacher les choses. Mais je trouve que c'est très compliqué. Je trouve que Twitter, c'est très très bien pour créer du réseau, de connaître un peu qui fait quoi. C'est-à-dire que si tu es préparateur physique sur la raclée, tu regardes un peu qui fait ce type de choses et tu peux les suivre. Du coup, tu vas suivre les marques qui font ça, les gens qui font ça. Tu vas rapidement te retrouver dans un réseau d'informations qui te permet d'avoir accès aux webinaires qui sortent, aux des méthodos qu'on peut voir. Donc, je trouve que Twitter est plus facile à manœuvrer quand on suit plus des gens spécifiques dans ce qu'on veut, au lieu de suivre des stars ou des joueurs, des choses qui c'est pas qui n'ont pas grand intérêt, mais qui ne sont pas très utiles. Je trouve qu'Instagram, c'est plus difficile, je trouve. Je trouve qu'Instagram, en fait, il y a 90% de choses à jeter par la fenêtre, en étant poli, et 10% de choses pertinentes. Et ça devient difficile pour les gens, en fait, de trouver les choses de manière pertinente. C'est-à-dire que sur Instagram, tu as plein de vidéos, c'est one minute workout for fix your shoulder. Tu vois. À une Hmm. minute, je vais te donner un exercice, ça va te rétablir ton épaule. Et les mecs, ils regardent ça, et du coup, c'est trop réducteur. On ne peut pas soigner l'épaule à une minute. Et du coup, Instagram est farci de vidéos comme ça, farci de raccourcis en fait. Et je pense que les raccourcis, ça ne fonctionne pas. Alors, il y a des personnes de qualité, oui, c'est sûr. Il y a des personnes sur Internet qui font des choses de qualité. Tu vois, je ne vais pas faire de pub, mais Fred, par exemple, Marcelo, à Sport Conditioning, Hmm. oui, c'est vrai que je ne me rappelle pas avoir vu quelque chose qui n'est pas de qualité chez lui. C'est très rare. Alors, bon, il faut qu'il m'envoie un t-shirt pour dire ça, mais, dans l'ensemble, c'est rare, c'est sélectionné. Il y a pas mal de chaînes que je suis. Toi, je suis Prehab Guys en anglais. Je regarde Kelly Starrett qui ne demande pas que des exercices, mais explique un peu je dirais, le sens du corps humain, sans être aller trop loin. Il explique des choses où quand tu comprends ce qu'il dit, tu comprends pourquoi le corps humain réagit comme ça. Hmm. Tu vois, il y a ta chaîne à toi, tu reçois quand même des personnes, parce que depuis que tu m'as contacté, j'ai un peu regardé des podcasts, tu reçois quand même du beau monde sur des choses spécifiques. Et on a le temps d'écouter les gens expliquer un peu leur philosophie. À moins que tu me résumes en 30 secondes sur un post Instagram, ça serait réducteur. Mais du coup, j'espère que les gens vont se dire, bon, ça va, mais au moins j'ai compris un peu. Et du coup, ce que je t'explique là, en fait, si je te fais un exemple, imagine qu'on a parlé de plateforme de force. Mais si on pense que c'est une bonne idée, il faut aller du coup se renseigner quelles sont les marques qui utilisent, aller voir. Il y a ma marque qui s'appelle Okinamix qui a fait des vidéos en webinaire qui sont fantastiques, hein. Mais il y en a pour 10 heures. Et si tu ne te tapes pas les 10 heures, peut-être que tu ne peux pas comprendre. Et moi, sur les plateformes, j'en ai un an et demi, je suis un débutant. Je ne serai peut-être un expert que dans 10 ans, quand j'aurai du recul, quand j'aurai fait des choses encore plus évoluées. Et là, j'ai l'impression qu'avec les réseaux sociaux, certaines personnes, en 10 minutes au montre à main, elles deviennent expertes d'un domaine sans contestation. Et leur source, c'est un Instagrammeur qui se refait l'épaule, c'est un joueur de NFL qui suit un entraînement chez son pote
qui est catastrophique, mais c'est vrai que c'est un joueur NFL. Mhm. Et du coup, pour résumer un peu, je pense que les gens intelligents et les gens qui, peut-être pour moi, je ne suis pas moins intelligents, mais qui ont plus de difficultés, se réinventeront tous les mois et n'auront pas de fil conducteur. Et à la fin, je pense que c'est les gens à qui il manquera de compétences. Mhm. Loïc, je voulais terminer avec deux, trois questions pour l'entretien d'aujourd'hui. La première serait, quelles ont été tes plus grosses influences au cours de ta carrière? Ouais, c'est pas mal ça. Il fallait me la préparer ça. Non, en fait, le moment où j'ai basculé, je pense, à quelque chose de mieux, c'est quand je suis allé à Bordeaux au diplôme universitaire. Parce que je sais pas si j'ai un diplôme universitaire de prépa à Bordeaux. Mhm. En fait, je me suis retrouvé en cours. Moi, j'étais à la fac de Toulouse. Mais c'est vrai qu'à Bordeaux, les profs étaient un petit peu. Je trouvais que c'était un petit peu supérieur. Et la vraie question, je me suis demandé, mais pourquoi lui en face de moi, c'est lui mon prof? En fait, mon influence, pardon, ça a été de comprendre pourquoi des personnes réussissaient mieux que d'autres. Et donc, moi, j'allais leur poser des questions, pas sur le cours, pour savoir où c'est qu'ils étaient allés, leur parcours, tout ça. Et je me suis rendu compte que euh, mon influence première, ça a été de comprendre qu'il fallait que ces gens-là avaient développé une expertise. Tu vois. Après, la première influence, j'aime les choses structurées. Donc, c'est vrai que les approches anglo-saxonnes de l'entraînement, je me rappelle donc, après Vue Exhaust, d'avoir vu l'organisation de Manchester United en 2010. Mhm. Quand j'ai vu ça en 2010 et quand je voyais comment étaient structurés les clubs en France, c'est vrai que je me suis dit, mon influence a été de, si un jour je peux, de pouvoir structurer l'entraînement. Donc, c'est une réponse un peu bizarre, mais en gros, mon influence principale, c'est plutôt de comprendre les personnes que j'ai eues en enseignant qui m'ont aidé, comment elles en sont arrivées là. En un. En deux, après, j'échange un peu avec pas mal de personnes. Pendant le Covid, j'ai fait peut-être une dizaine de Skype. Je veux dire, j'ai pas d'influence primaire sur d'autres. Il y a des gens avec qui j'aime échanger. Tu vois, je parlais de Fred Marcerou, mais même au sein de mon club, j'ai Maxence Rivière, j'ai André Cahuzac, j'ai Benjamin Arquet. J'ai des gens autour de moi qui sont compétents, Mhm. à qui je peux échanger. J'ai des entraîneurs avec qui j'échange. Euh, que ça même ça peut être dans le foot, ça peut être dans le rugby. Il n'y a pas de dominant, mais j'ai l'impression que rester en mouvement, discuter avec des personnes qui ne sont pas d'accord avec vous, qui n'ont pas la même approche que vous, euh, c'est ça qui permet d'être influencé de manière positive. Et j'ai jamais eu de tuteur de stage ni rien en fait. J'ai toujours eu Mhm. mes stages, j'étais moi tout seul. Donc ça m'aurait sûrement aidé. Mais de l'autre côté, ça m'a permis de rapidement être capable de prendre des décisions. Donc, donc j'ai pas de mentor. Je sais pas si c'est. Peut-être que tu peux devenir mon mentor. Je sais pas. Non, je pense pas. J'ai pas le niveau pour prétendre à quoi que ce soit de ce côté-là. Et je sais pas, c'est une conversation qui est intéressante à mon avis. Est-ce qu'on a tous besoin d'un mentor? Est-ce qu'on a besoin d'une personne référente chez qui on peut, ou vers qui on peut se retourner pour poser certaines questions en- avec une certaine responsabilité d'un côté et de l'autre? Je sais pas si c'est absolument nécessaire. Qu'est-ce que tu penses de ça? Une personne, je pense, c'est trop dangereux. Hmm. Enfin, dangereux. C'est parce que ça remettrait une vision trop limitée. Je vois des personnes qui écrivent c'est mon mentor, c'est mon mentor. Les gens qui écrivent c'est mon mentor et qui réussissent, je me rends compte souvent, quand tu les vois à l'instant T où je pense qu'ils sont en situation de réussite, ils sont très éloignés de leur mentor. En fait. Et c'est justement cet éloignement qui les a mis en situation de réussite. Donc, je dirais avoir des personnes fiables autour de soi, d'horizons différentes, qui permettent de te faire réfléchir. Et comme je te dis, des fois, tu n'es pas d'accord avec eux, mais ils te font réfléchir. Et que tu sais que c'est des personnes qui ne sont pas intéressées, ni par un poste, ni par de la renommée. C'est juste parce que, ouais, c'est des amis, on peut le dire. Et que tu sais qu'eux, si tu leur dis un truc, ils ne vont pas forcément te dire c'est super. Ils vont te dire attends, pourquoi tu n'as pas fait ça? Pourquoi t'as pas. Des fois, tu les trouves pénibles. Parce que tu n'as pas pensé aux choses, des fois aussi. Mais c'est elles qui te permettent de progresser. Après, comme je te dis, des fois, tu écris à des personnes qui écrivent des papiers. Tu vois, j'ai eu la chance d'échanger avec Tim Gavette et Christian Thibodeau parce que quand tu organises la formation, tu restes toute la journée avec eux. Hmm. Euh,
Et c'est vrai que eux aussi, c'est des personnes intéressantes parce qu'ils sont libres. Ils sont loin de ton club et tout ça. Et ils ont croisé tellement de personnes qu'ils vont te donner des indicateurs, des choses souvent très pertinentes en très peu de temps, parce qu'ils ont l'habitude que des personnes comme nous viennent leur poser des questions. Donc je dirais intéressant de pouvoir avoir des personnes avec qui échanger, avoir confiance. Mais si on peut en avoir plusieurs de plusieurs domaines, je pense que c'est un gros plus. Mm. Louis, qu'est-ce qui te fascine à l'heure actuelle dans tout ce qui touche au sport de performance ou performance sportive? Mais je pense que je reste un peu basique. Je pense que c'est l'être humain plutôt en fait, hein. C'est un peu bête comme réponse, mais là, euh, on a des GymAware, on a des GPS, mais on aura d'autres trucs, hein. Je ne sais pas ce qu'ils vont nous inventer, mais ils vont le faire, hein. Par contre, celui qui est le plus difficile à manœuvrer, c'est l'être humain. Alors, des fois, j'y arrive bien, des fois, j'y arrive pas bien. Mhm. Il faut pas mentir. Personne. Je trouve qu'avec l'avancée, depuis que au début, quand tu entraînes au début, tu es forcément très proche des joueurs. J'étais peut-être un peu plus entraînant au début, j'étais dans une autre position, je n'étais pas responsable, ou je m'entraîne avec eux, ou quand j'étais à LVC, je courais avec eux. Et là, c'est vrai que de se monter un peu, je ne dis pas monter, mais d'avoir un poste avec plus de responsabilité, t'impose d'avoir un petit peu plus de recul. Et je trouve que des fois, c'est un petit peu dommage parce que je me suis souvent régalé à entraîner des joueurs, à bien travailler avec eux, mais travailler avec eux, tandis que là, je suis plus sur la direction, ce qui est un mot un peu différent. Mhm. Et donc, je te dirais, l'être humain, je trouvais fascinant. Des fois bien, des fois pas bien. Des fois, tu vois des joueurs qui reviennent de blessures, tu ne sais pas comment, mais une Mhm. volonté de malade. Des fois, tu as des joueurs qui ont plutôt une volonté limitée et du coup, tu mets plus de temps. Tu mets plus de temps. Des fois, tu as des joueurs qui ont de la volonté qui ne sont pas organisés. Tu mets du temps. J'ai souvent plaisir à recroiser des joueurs que j'ai eu à entraîner. Parce que quand je les entraîne, des fois, je suis pénible. Et on peut parler plus librement après. Et d'autant plus quand certains de ces joueurs utilisent encore des choses que toi, tu leur as amenées des années après alors que tu ne les vois plus. Mhm. Donc, je dirais ce qui me fascine, c'est plutôt les relations humaines. Et le rugby, je pense là-dessus, c'est un sport dans une bonne position. Mhm. Louis, je vais terminer avec une dernière question. Merci beaucoup d'avoir accepté cet entretien. En tout cas, quel conseil donnerais-tu aux jeunes prépa physiques qui t'écoutent en ce moment? Alors, si tu dis jeune, c'est que je suis vieux. Je pense que je leur dirais que ça prend du temps d'avoir de la compétence. Ça prend du temps, ça demande des efforts. L'avantage, c'est que ouais, il y a beaucoup de personnes qui veulent le faire, il y a peu de postes. Régulièrement, ceux qui sont compétents, ils arrivent à avoir un poste. Régulièrement. On n'est pas à l'abri du tout. Donc, ça veut dire que pour moi, si tu travailles, si tu prends le temps de faire les choses, tu risques d'y arriver. Donc, je dirais en gros, être consistant, être patient, être passionné. Euh, et je dirais toujours être un peu comme un amortisseur, c'est-à-dire que quand tu découvres quelque chose d'énorme, redescends au milieu, essaie de mesurer un peu. Et quand tu penses que c'est la catastrophe, la même chose. Attention doucement, reviens au milieu. Et si tu absorbes, tu dureras. Par contre, si tu es toujours dans le yo-yo, je pense que tu ne feras pas long feu. Louis, merci. Un grand merci à toi d'avoir accepté cette invitation. Où est-ce que les gens peuvent te retrouver sur les réseaux? Ouf, il va falloir qu'ils cherchent. J'ai un Instagram qui s'appelle Préab Rugby. Sinon, j'ai un Twitter aussi, à un moment. Donc, sans problème, j'ai un compte ResearchGate aussi. Je veux dire, il n'y a aucun problème. S'il y en a qui ont une question particulière, qui t'envoie un email, j'y répondrai sans problème. Je ne pense pas que j'ai proposé des choses qui amènent des questions derrière, mais on ne sait jamais. Mais non, non, moi, je ne communique pas beaucoup, mais après, je réponds. Toi, les gens qui m'envoient des CV, j'essaie de répondre à tout le monde. Hmm. Il faut que je réponde un peu. Parce qu'il faut être poli, quelles que soient les demandes qu'on a. Et j'essaie d'être accessible. Des fois, je suis un peu en retard pour répondre, mais tout comme moi, j'ai besoin de poser des questions à des gens ou demander des services, parce que c'est des services. Je pense qu'il faut être capable de faire la même chose pour tout type de personnes. Hmm.
En tout cas, un grand merci à toi d'avoir participé aujourd'hui. Je veux aussi dire un grand merci à tous ceux qui ont écouté ou regardé cet épisode. N'oublie pas d'aller suivre Louis donc sur Instagram et sur Twitter. Et si tu as des questions, il est à ta disposition. Pour terminer, bien sûr, je veux dire merci à notre sponsor pour cet épisode. Toi qui écoutes, tu peux aller sur strengthcoachnetwork.com/upside pour bénéficier de 50% de rabais sur ton premier mois. À bientôt pour un nouvel épisode. Allez, ciao.